Bonjour, notre intervention intitulée aujourd'hui La liberté, le droit et l'État selon Fichte. Dans la philosophie fichtienne, la liberté et contrainte sont mêlées tant et si bien que beaucoup ont constaté une rupture dans sa philosophie. Beaucoup l'ont vu comme celui qui était passé d'un socialisme à un nationalisme pré-totalitaire. Et pourtant, Fichte n'a cessé tout au long de son œuvre de répéter ceci. Mon système du début à la fin n'est qu'une analyse du concept de la liberté. Le but du philosophe était de concilier la liberté du citoyen et la souveraineté de l'État afin d'éviter la dérive despotique de l'absolutisme, mais aussi la dérive anarchique du libéralisme. Pour cela, Fichte a déduit le droit du concept même de la liberté. L'état de droit comme état absolu de liberté et le grand de liberté par l'égale soumission de tout à tout dans une communauté de destin, la destination de l'homme étant ici sa perfectibilité. Seulement voilà comment ne pas considérer cette assertion comme antinomique dans la mesure où elle concilie soumission et liberté. L'homme, je cite Fichte, l'homme ne devient homme que parmi les hommes, la relation à l'autre. Et pour Fichte, la condition de la relation à soi. Aussi, chaque homme étant libre, il faut limiter la liberté de l'un en fonction de celle des autres. L'activité individuelle étant en ce sens déjà contrainte et assujettie. Cette limitation réciproque de liberté est garantie par le droit et la loi juridique définissant cette auto-limitation réciproque de la liberté et la condition de l'intersubjectivité. La relation juridique définit donc une communauté d'êtres raisonnables ainsi que les conditions des interactions de ces êtres dans cette communauté où la liberté de chacun doit être préservée. La forme de cette relation est la réciprocité, mais dans cette réciprocité réside la première forme de l'aliénation de la liberté. En effet, dire que le droit est la condition même de l'intersubjectivité et que je ne suis homme que parmi les hommes, c'est aussi dire que la liberté ne peut subsister sans la communauté juridique et donc sans État. Cet État auquel chacun délègue le pouvoir d'assurer le respect du droit apparaît de lors comme un état de contrainte. Pour parvenir à produire la loi juridique la plus juste possible, il faut, nous dit Fichte, supposer que les hommes sont mauvais et égoïstes. Postuler théoriquement que les hommes sont mauvais, c'est gouverner avec prudence et prévenir de l'émergence du mal. Aussi l'État peut-il, au nom de la liberté, par le droit, contraindre par la force, mais comment une telle institution serait-elle contraindre mécaniquement produire un accord entre les volontés sans cependant éliminer de fait la liberté? L'État a pour devoir de réaliser le droit naturel, mais il doit être limité. Il n'est que le moyen pour l'homme d'éprouver sa liberté. Être libre, ce n'est rien. Devenir libre, c'est le ciel. L'État ne saurait être une fin en soi, et d'ailleurs, il n'est qu'un moment de la réalisation de l'homme. Une des limites de l'État serait de lors la peine de mort, aucun n'ayant le droit de vie et de mort sur un autre. L'État ne l'a pas non plus. Aussi, un meurtrier ne serait pas puni par la peine capitale, mais par l'exil. Puisqu'en commettant cet acte, il aurait exprimé son individualité pure, il serait sorti du cadre de l'intersubjectivité, il n'aurait donc plus le droit d'y demeurer. En effet, si je vis
avec les autres, précise le philosophe, ce n'est pas par obligation relative au contrat social, c'est une décision de mon libre arbitre. Je veux ou ne veux pas vivre dans cet état déterminé. De lors, j'exprime la volonté de vivre parmi les hommes et d'entrer dans cet état de droit. Je me soumets aux limitations que la loi juridique exige. Vouloir vivre dans un état, c'est en accepter toutes les lois. En accepter toutes les lois, aucun droit de résistance à l'oppression chez Fichte. La contrainte étatique est nécessaire, assure-t-il, et la répression est légitime. Pour autant, il doit demeurer des actions libres. À lire ce mot, on voit mal comment on pourrait délimiter ou supposer une sphère de liberté, de vraie liberté, comment le droit contre lequel je n'ai aucun droit de révolte pourrait-il protéger ma liberté, mon individualité, ma subjectivité, où se situerait la limite et qui serait l'exprimer, puisqu'il faut postuler que les hommes sont égoïstes. La multitude ne serait en être capable, il demeure qu'il faut une personne, une instance pour garantir que le dit État soit juste. Cette tâche revient à celui qui a la responsabilité de règne de la loi, à celui qui détient le pouvoir exécutif, à celui qui sait et qui doit toujours considérer la totalité et tout le besoin. Aussi, l'administrateur du pouvoir exécutif est aussi celui qui exprime la volonté générale. Volonté générale n'étant pas la volonté que les hommes ont effectivement, mais celle qu'ils doivent avoir pour coexister. Et c'est là quand bien même il se trouvait qu'on ne fait pas un seul né cette volonté, comme on bien doit bien parfois l'admettre. Point de séparation de pouvoirs ici, étant comprend aisément comment et pourquoi la pensée chrétienne a été assimilée à un autoritarisme pré-totalitaire, remettre à un être qui faisant lui aussi partie de tous ces hommes supposés égoïstes, lui remettre donc tout le pouvoir, se prendre le risque qu'il oublie la communauté étant use pour ses propres fins. Entre liberté et contrainte, en fait, la non-séparation de pouvoir n'implique nullement que, pour le philosophe, un être tout-puissant qui aurait lui-même fondé le droit. La loi, pour être mise en pratique, doit être établie de manière unanime. Chaque citoyen doit y donner sa voix. La Constitution est la garantie du droit dans la société et les dirigeants de lors ne doit qu'appliquer la loi. Il ne la formule pas. Il n'est donc pas un dictateur, mais lui aussi un moyen de la réalisation de l'homme. De plus, l'expression de cette volonté générale serait la seule contrainte capable de laisser demeurer la liberté. Mais là encore, qu'est-ce qui pourrait bien empêcher le dirigeant d'user de la loi comme il l'entend ou même de le pervertir? Pour garantir cette constitution, cette bonne application de la loi et de droit, il faut une institution qui sera le fera. Cette institution, plus que de s'assurer de la bonne réalisation de la loi, devra limiter le droit et l'application de celui-ci au seul domaine de l'intersubjectivité, seul lieu de la contrainte légitime. Mais si je ne suis homme que parmi les hommes que doit le droit relatif à l'intersubjectivité, alors la liberté qui me reste est celle que j'éprouve dans ma subjectivité en dehors de la communauté, enfermée dans le moi pur, étant ce sens purement métaphysique, seul je suis libre, et la rencontre avec autrui me contraint déjà, me limite et m'appelle à ma finitude de la liberté métaphysique. Oui, nous dit Fichte, mais pas seulement liberté pratique, également le fera. Cette petite communauté de savants est le moyen pour chacun d'affirmer son individualité propre, sans pourtant
contraindre directement autrui dans sa liberté. Cette élite apparaît-elle de lors comme le moyen par lequel l'État peut s'approcher de l'idéal rationnel qui est précisément de rendre le gouvernement superflu. Belle tentative, mais cela une fois de plus que Fichte prête le flanc à la critique. S'il revient à l'effort de s'assurer de la bonne application de la Constitution et que personne ne contrôle cette institution, alors elle doit être vertueuse. Mais si l'on doit postuler que l'homme est égoïste pour établir de règles justes de droit, on ne peut pas de même coup penser une institution telle que l'effort comme vertueuse. Fichte reconnaît parfaitement cette aporie, mais explique qu'il ne peut pas y avoir d'état parfait aussi longtemps que la raison pure n'apparaît pas sur terre en personne. Pour lui, il faut établir une communauté d'êtres libres. C'est un devoir, une visée, un idéal politique, mais il ne sait que trop bien que la rationalité humaine a ses limites. C'est pourquoi il convient de l'éduquer. Ce devoir d'éducation revient à l'État, mais il ne s'agit pas d'enseigner des préceptes dans la passivité. La nouvelle éducation sera elle aussi contrariante. Elle ne devra plus endormir la raison en les habituant à être seulement réceptive, mais au contraire la rappeler à l'activité, la réveiller pour développer l'autonomie. Les élèves seront isolés de la société et ainsi contraints à apprendre à juger par eux-mêmes. Loin de l'influence de celle-ci, encore composée par des êtres non rationnels. La liberté première est activité. L'être est originellement libre puisqu'il est celui qui sait s'opposer et s'opposer. Les divers événements et régimes de l'histoire ont rendu l'homme passif. C'est ainsi que l'on peut parler de la banalité du mal. Il convient donc qu'il redevienne actif. Et les réapprennent à user de sa raison afin de retrouver sa liberté. Il faut donc éduquer la volonté et ainsi développer la moralité. Le devoir de la liberté est une aspiration à l'infini. Ce n'est donc pas parce que j'ai de devoir que je suis libre, mais parce que je suis libre que j'ai de devoir. Point de philosophe de l'obéissance à quelconque impératif, mais bien plutôt une philosophie de l'engagement et de projet. Je veux vouloir librement pour une fin, librement choisie, et cette volonté en tant que raison dernière que ne déterminera nullement autre volonté supérieure possible doit former et mouvoir tout d'abord mon corps et par l'intermédiaire de celui-ci, le monde qui m'entoure. La raison pratique soutient la liberté et refuse que le vouloir soit déterminé par le besoin ou les circonstances. Bien que l'intersubjectivité juridique fichtienne doit faire face à une aporie reconnue par l'auteur, force est de constater que son système politique idéal, bien loin de former un État despotique, s'apparente plutôt à une démocratie républicaine. Après l'échec du tout juridique, Fichte fait place à la pensée d'un tout éthique en partant de la communauté du destin comme aspiration à l'infini. Il proposera une philosophie de l'effort dont le moyen est le savoir. Pour devenir, redevenir ce qu'on doit être libre, il faut d'abord savoir ce que l'on est. L'homme est éducable et perfectible et il reviendra donc à l'état d'éduquer l'homme afin qu'il puisse accéder au plus haut degré de sa liberté. Entre liberté et contrainte, c'est la volonté de l'homme qui est éduquée de sorte qu'il puisse enfin devenir libre au sein de la communauté éthique. Voilà, notre intervention est terminée. Intitulé La liberté, le droit et l'État selon Fichte. Merci bien de votre attention. Au revoir.